Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va, j'espère que l'automne vous va bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois d'octobre pour vous présenter les nouveaux DVD et Blu-ray de ma collection. Aujourd'hui il y aura du zombie, il y aura du rock, il y aura de la vengeance et il y aura du tourment que j'ai trouvé sur le marché de ma ville, chez Nose, dans un vide-grenier, chez Hors Circuit et chez Easy Cash. Mais on commence par faire d'abord un petit tour chez Boulinier, où j'ai trouvé Le Jour des Morts Vivants de Georges Romero pour 2,50 €. Un film dans la continuité de La Nuit des Morts Vivants et de Zombies. C'est le troisième volet de la saga des zombies de Georges Romero, où cette fois-ci les morts vivants ont pratiquement tous envahi la Terre. On suit la survie d'une poignée de militaires, de scientifiques et de civils qui ont trouvé refuge dans une base militaire souterraine, où chacun est soumis aux ordres du tyrannique capitaine Rhodes. Tandis que du côté des scientifiques, le docteur Logan tente de trouver un moyen de domestiquer les zombies en menant des expériences sur son cobaye, un mort-vivant surnommé Bob. Donc j'ai trouvé ce troisième volet beaucoup moins percutant que les deux précédents. La scène d'ouverture dans la ville désaffectée est très bien réussie. Après, dès qu'on rentre dans le refuge souterrain et pendant un certain moment, ça traîne en longueur, ça pédale un peu dans la semoule. C'est moins serré, c'est plus light, la tension est moins vive, moins prenante que dans les deux premiers films. Mais après, quand les zombies prennent d'assaut les vivants dans les derniers instants du film, avec les démembrements, les déchiquetements, les boyaux, les intestins qui sautent de partout, le frisson est à nouveau au rendez-vous. Surtout que dans celui-ci, on peut dire que les morts-vivants sont bien plus dégueulasses et effrayants. Parce qu'ils bavent, parce qu'ils ont du pu qui dégouline de partout, des infections bien gerbantes sur la peau, donc ça reste toujours fun à regarder. Donc dans cette saga, après celui-ci, après le jour des morts vivants, il y a le Territoire des morts, ensuite Diary of the Dead, et le dernier qui est sorti en 2009, Survival of the Dead, tous réalisés par Romero, mais affaire à suivre en ce qui me concerne, parce que ces trois derniers films, je ne les ai pas encore vus. Donc voilà, Le Jour des morts vivants de Georges Romero. Ensuite, un autre film d'horreur de zombies, mais beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus social cette fois-ci. C'est Dead of Night, le mort-vivant de Bob Clark, que j'ai trouvé à 50 centimes et neuf sur le marché de ma ville. Le mort-vivant, c'est Andy, un jeune homme qui est tué durant la guerre du Vietnam et qui réapparaît un soir, quelques heures après l'annonce de son décès, dans la maison familiale au grand bonheur de ses parents et de sa sœur. Mais la joie sera de courte durée puisqu'Andy a bien changé, il se nourrit pratiquement plus, il ne montre plus aucune émotion sur rien, il parle très peu et quand il ouvre la bouche c'est pour prononcer des paroles très brèves et très glaçantes. Il a des accès de violence assez terrifiants et il passe le plus clair de son temps à se balancer sur son rocking chair, le regard fixe dans sa chambre. Une situation que son père a du mal à supporter, ce qui va entraîner une discorde familiale assez virulente et des règlements de compte. Et les choses vont s'alourdir encore un peu plus, puisque depuis le retour d'Andy, des meurtres macabres sont commis dans les alentours. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à ce cher Andy? C'est la question que chacun se pose. Donc Dead of Night, je n'avais jamais entendu parler de ce film avant de le découvrir, mais quand j'ai vu le nom de Bob Clark à la réalisation, ça m'a tout de suite donné envie de m'y jeter. Bob Clark, c'est le réalisateur de Black Christmas, une des références du genre slasher que je vous conseille absolument, avec un maniaque qui harcèle au téléphone une sororité d'étudiantes avant de les massacrer une par une pendant les vacances de Noël. Bob Clark a réalisé en fait Dead of Night la même année que Black Christmas. C'est un film qui est considéré comme l'une des œuvres précurseurs de la vague de films sur le traumatisme post-Vietnam. Donc moi ces films-là m'intéressent beaucoup. Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, La dernière maison sur la gauche de Wes Craven sont issus par exemple de ce courant particulier. Donc un film très intéressant avec une ambiance plutôt effrayante. J'aime beaucoup la mise en scène de Bob Clark. Il y a des sons, des plans, des images, des idées que j'ai trouvées très astucieuses. Je pense notamment à la scène quand la famille apprend la mort d'Andy, ou quand ils se mettent à rire tous ensemble autour de lui à son retour, qui sont des moments très bien orchestrés avec une direction d'acteur très juste. Bon, après, il y a quelques baisses de régime par-ci par-là, des choses un peu dans le vague, mais bon, globalement, ça se tient. Alors attention, c'est pas non plus un film de zombies conventionnel, ça nous amène dans une vision un peu différente du mythe du mort-vivant. Même s'il y a des moments de terreur, ça ne tourne pas uniquement autour de ça. Sans vouloir spoiler, il y a aussi un vrai propos sur le deuil.
J'ai trouvé l'image de la fin très forte sur ce qu'elle raconte, sur ce qu'elle symbolise, un propos sur l'amour d'une mère pour son fils, sur la famille, puisque bien évidemment le retour d'Andy va nous dévoiler des rancœurs, du favoritisme, des choses pas très reluisantes sur cette famille. C'est un retour qui voilà, va déconstruire à petit feu les liens entre chacun. Et bien sûr, un propos, comme je l'ai déjà dit, sur l'après-Vietnam et ses traumatismes. Donc voilà, Dead of Night de Bob Clark, publié chez Neo Publishing, un éditeur qui s'était spécialisé dans les films de genre peu connus et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui depuis 2010. Et c'est bien dommage parce qu'ils avaient un catalogue très riche. Il y avait pas mal de films de cannibales, beaucoup de films italiens. Et surtout, ce qui était vachement bien avec eux, c'était leur double jaquette. Puisque quand j'ai acheté le film, j'avais cette jaquette là. Vous voyez? Voilà. Et quand j'ai ouvert le DVD, j'ai vu que je pouvais la changer avec celle-ci derrière. Donc magique, super sympa. Je préfère celle-ci qui est plus rétro, plus vintage, comme on dit, plus attirante que celle-là qui est un peu plus basique, qui fait moins appel à l'imagination, je trouve. Donc voilà mon choix de jaquette pour mon exemplaire de Dead of Night, le mort-vivant de Bob Clark. Ensuite, encore du mort-vivant, hein, décidément, c'est la saison, hein, vous me direz après tout, avec Dark Clown de Connor McMahon, que j'ai trouvé chez Nose pour 99 centimes, un film d'horreur irlandais sur Stitches. Stitches est un clown d'anniversaire particulièrement minable, très porté sur le sexe et l'alcool, et qui vit dans une caravane toute pourrave. Et un jour, lors d'une de ses missions, il est confronté à une bande de gamins insupportables qui n'apprécient pas vraiment ses numéros et qui vont lui faire une farce qui va tourner à l'accident mortel. Et plusieurs années ensuite, après avoir été réveillé par une secte de clowns, il revient d'entre les morts pour se venger des mêmes gamins qui ont bien grandi et qui ont décidé d'organiser à nouveau une fête où les jeux d'enfants et les confiseries ont laissé place cette fois-ci au sexe, à la drogue et à l'alcool. La fête peut enfin recommencer. 3 points de suspension. Alors pour moi, ce sera une grosse déception. En fait, rien n'est mis en valeur dans ce film. Il n'y a aucun rythme, aucune ambiance, donc ça fait vraiment très bizarre et pas du bon bizarre pour le coup. La première scène du goûter d'anniversaire est plutôt réussie. Celle avec la secte des clowns dans le cimetière aussi. Mais après, il n'y a plus grand chose à sauver. C'est très vulgaire, les décors sont très pauvres, le montage est catastrophique. Il y a des plans inutiles, des trucs qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? L'image est trop propre, trop lisse. Un grain plus glauque, plus poisseux n'aurait pas fait de mal, je pense. Ensuite, pour les effets spéciaux, vous avez deux sortes de fabrication. Il y a la fabrication artisanale qui est plutôt sympa et la fabrication en image de synthèse. Mais les effets gore, le sang en image de synthèse, voilà, c'est vraiment pas génial quoi. C'est pas accrocheur du tout. À l'œil, ça sonne faux, on va dire. Et en ce qui concerne le clown, le fameux Stitches, ben il fait pas peur quoi. Il est complètement, et le pauvre, c'est pas sa faute, enlisé dans le manque de rythme du film. À part peut-être une ou deux fois, ses apparitions sont traitées un peu par-dessus la jambe. Donc bah moi aussi du coup je, je balance ce film par-dessus la jambe. Dark Clown, à vous de voir si ça vous plaît, mais avec moi en tout cas, la clownerie n'a pas pris. Alors si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous m'avez sûrement entendu dire à maintes reprises que Jennifer Tilly est mon actrice préférée. D'ailleurs j'ai fait une vidéo collection consacrée uniquement à elle que je vous invite à voir ou à revoir. Et récemment j'ai trouvé deux autres titres avec elle qui me manquaient, dont Le Manoir hanté et Les 999 fantômes de Rob Minkoff avec Eddie Murphy que j'ai trouvé pour 2 euros dans un vide-grenier. Eddie Murphy qui joue dans ce film Disney un agent immobilier qui se voit confier un manoir gigantesque. Et avant de partir en week-end avec sa famille, il décide de faire un petit détour par le manoir pour découvrir les lieux et pour discuter avec le propriétaire pour voir ce qu'il peut en faire. Mais ils vont être retenus par ce dernier qui les invite à dîner et à rester dormir. Et aussi parce que dehors, comme par hasard, une violente tempête a éclaté. Et au cours de leur nuit dans ce mystérieux manoir, ils vont découvrir qu'il est hanté et qu'il abrite de nombreux secrets étranges et de nombreux fantômes. Que dire, que dire, que dire, que dire? Ben c'est pas très bon là non plus. Désolé, hein, pardonnez-moi, mais j'ai halluciné de voir comment ce film a été bâclé au niveau du scénario. C'est une pochade, c'est un truc de bric et de broc. Alors au début ça se suit très facilement, c'est même
plutôt agréable, il y a des choses intéressantes, puis au final on se dit mais oh, tout ça pour ça. En plus ça fait pas peur du tout. Il doit y avoir au total 2 minutes d'action, je vous jure, dans tout le film, donc c'est vraiment, vraiment pas terrible. Pour info, le manoir hanté comme Pirates des Caraïbes, c'est une adaptation cinématographique d'une attraction des parcs Disney. D'ailleurs, je garde un très bon souvenir du manoir hanté de Disneyland quand je l'avais visité il y a belle lurette. C'était vraiment flippant, c'était vraiment très bien fait. Mais voilà, le film, je trouve qu'il n'est pas du tout à la hauteur de l'attraction, en tout cas dans le souvenir que j'ai, donc c'est vraiment dommage. Alors ici, notre amie Jennifer Tilly, elle joue Mrs. Leota, une voyante enfermée dans sa boule de cristal. En fait, Jennifer joue à partir du cou, donc encore une performance très originale dans sa filmographie. Et c'est vrai que je m'en souviens maintenant de ce personnage dans l'attraction. Mais voilà, le manoir hanté et les 999 fantômes. L'intérêt de ce film, pour moi, c'est uniquement de voir Jennifer Tilly et Eddie Murphy jouer ensemble. Sinon, ben, c'est l'un des films les plus bâclés que j'ai pu voir au cours de ma vie de spectateur. L'autre film avec Jennifer Tilly que j'ai trouvé, c'est The Doors d'Oliver Stone, avec aussi Val Kilmer, Meg Ryan et Michael Madsen. Une superbe fresque hallucinogène sur la vie et la carrière de Jim Morrison et du légendaire groupe de rock des années 60 The Doors. Donc Jennifer Tilly dans The Doors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait au début elle avait auditionné pour le rôle de Patricia Kennelly, une journaliste qui avait une relation avec Jim Morrison et qui l'avait initié à des trucs super mystiques. Et au final, elle s'est vue préférer Kathleen Quinlan pour le rôle, mais Oliver Stone n'avait pas laissé Jennifer Tilly repartir bredouille et lui avait confié un autre rôle, celui de Judy Huddleston, une autre des nombreuses amantes de Jim Morrison, et il en avait beaucoup. Mais encore une fois, pas de peau décidément, puisque Jennifer avait été coupée au montage. Alors on la voit quand même dans le film, Jennifer Tilly, dans la scène où les Doors enregistrent l'album Waiting for the Sun et qu'apparaissent les premières tensions entre les membres du groupe, mais c'est très bref. Mais dans cette édition, que je tenais absolument à avoir, édition de luxe de DVD s'il vous plaît, il y a un accès aux scènes supprimées du film, et donc hurrah, on voit celle de Jennifer Tilly. Voilà, on découvre un peu plus son rôle, on la voit donner la réplique à Val Kilmer, donc c'est vraiment, vraiment très 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 cool. Je suis bien content d'avoir trouvé cette édition pour ça. Mais de toute façon, Jennifer Tilly ou pas, The Doors d'Oliver Stone, c'est un film que je tenais absolument à avoir dans ma collection. Et c'est chose faite aujourd'hui, donc vous voyez comme tout s'arrange dans ce fabuleux monde. Voilà, The Doors d'Oliver Stone. Ensuite, alors ce sera mon coup de cœur de cette vidéo, ce sera le must-see. Ce sera le titre à noter absolument dans vos petits carnets de films à voir. C'est Bolly de Larry Clark avec Bijou Phillips, Michael Pitt et Kelly Garner que j'ai pris pour 1,99€ chez Easy Cash. Très 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 bon film sur une histoire de vengeance. En fait, nous avons Marty et Bobby, deux surfeurs qui ont une relation pas très saine parce qu'en fait Bobby traite Marty comme son souffre-douleur. Il le frappe et ensuite il revient vers lui en lui disant qu'il est son meilleur ami et qu'il fait ça parce qu'il l'aime, mais en fait au fond il ne cherche qu'à l'exploiter. Une situation que Marty forcément ne supporte plus. Il cherche à déménager auprès de ses parents, c'est vraiment une souffrance pour lui au quotidien, ainsi que pour Lisa, sa petite amie, et un jour, avec Ali, la meilleure amie de Lisa qui s'est fait violer par Bobby, ils décident tous les trois, avec l'aide de Derek, le cousin de Lisa, de Donnie et Heather, deux amis toxicos d'Ali et d'un mec qui fait partie d'un gang de Floride, de mettre au point un plan pour tuer Bobby et en finir voilà, définitivement avec ce mec et ses mauvais agissements. Euh, Très bon film à voir, hein, absolument, hein, j'insiste. Moi, en tout cas, ça réunit tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire du cinéma indépendant, du cinéma cash qui parle d'adolescence et qui nous dresse un portrait de l'Amérique dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus violent. Et puis Larry Clark, à l'instar de Gus Van Sant, de Greg Araki, c'est un réalisateur dont j'aime beaucoup le travail. En fait, ces trois cinéastes, c'est vraiment mon trio vainqueur dont les univers et les thématiques sont assez proches régulièrement, je trouve. Visuellement, ils font pas vraiment le même boulot, mais en tout cas, il y a toujours chez eux cette sensibilité et cette acidité que j'aime beaucoup quand ils parlent notamment de l'adolescence. L'univers de Larry Clark est toujours très apocalyptique. Si vous connaissez un petit peu ses œuvres, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de débauche, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand on gratte un peu tout ce sang et toute cette crasse, en dessous, il y a toujours de la poésie, il y a toujours la recherche d'un idéal, d'une humanité, la recherche de quelque chose de précieux, de vital, mais qui est perdu.
Donc moi à chaque fois ça me saisit et donc forcément j'ai été saisi par Bully. Puis j'adore comment Larry Clark dirige ses acteurs et comment il rend ses personnages à chaque fois très attachants. Au début on se dit oh là là c'est quoi ces engins, puis on finit toujours par s'attacher à eux. Et ici ça ne manque pas. Et en plus les acteurs sont tous excellents. Rachel Miner qui joue le rôle de Lisa, elle est géniale. Kelly Garner que j'avais vu jusqu'ici dans des rôles très glamour, là elle est dans complètement autre chose et elle est très bien aussi. Nick Stahl également, Brad de Renfro, Bijou Phillips, Michael Pitt que j'adore. Tous des tueuses et des tueurs, ben comme leur personnage justement, mais l'aspect criminel en moins. Donc voilà, Bully de Larry Clark, à voir absolument. Allez-y de ma part et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Après Bully, un autre drame que j'ai trouvé, Detachment de Tony Kaye, avec Adrien Brody, Lucy Liu et James Caan, que j'ai trouvé en Blu-ray à 5,99 € chez Easy Cash aussi. Depuis le temps que je voulais le voir, ce film, bah, c'est chose faite. Detachment, c'est l'histoire d'Henry Barth, interprété par Adrien Brody, qui est un professeur remplaçant et qui a trouvé un poste dans un lycée particulièrement difficile où règne la violence, le désespoir et le chaos. Il va croiser le chemin d'autres professeurs et d'élèves qui vont un peu chambouler sa vie. Et parallèlement, il va prendre sous son aile une jeune prostituée paumée qui n'arrête pas de se faire taper. Et comme son boulot ne s'arrête pas à la sortie du lycée, il va lui enseigner des choses pour avoir une vie plus saine et plus stable. Un bon film donc qui est tristement d'actualité. Il n'y a pas très longtemps, je lisais dans le journal que la violence est de plus en plus en hausse dans les lycées. Je lisais les témoignages d'enseignants qui parlaient vraiment de métiers à risque, de situations complètement improbables qui leur sont arrivées, des insultes, des confrontations avec des parents, enfin des choses peu reluisantes. Du coup, je pense vraiment que ce film devrait être projeté dans les lycées, dans les collèges. C'est un film qui fait très documentaire dans l'image et dans le procédé. Vous n'avez pas non plus de longues scènes. Le film est fait de petits morceaux de vie, donc c'est très composite. Vous avez des animations, des interviews face caméra, des flashbacks, des moments caméra à l'épaule. C'est pas du tout linéaire, c'est vraiment un pot pourri, que ce soit dans la narration et dans le montage. Puis Adrien Brody, un acteur que j'aime beaucoup, qui est aussi producteur sur le film. Je trouve qu'il a quelque chose voilà, de différent, une présence un peu brute, un peu envoûtante, un peu tourmentée, un peu lunaire. C'est un super beau mec, il a une super classe avec une gueule comme ça un peu cassée. Puis il a aussi cette aura, une aura de, de rockstar. Moi j'adore les acteurs qui ont comme ça un truc de rockstar dans leur façon d'être, comme Keanu Reeves, Jeff Bridges, voilà ces mecs-là. Les autres acteurs du film sont géniaux aussi. Lucy Liu dans un rôle dramatique que je n'avais jamais vu comme ça. Et James Caan qui interprète un prof aux manières peu orthodoxes pour se faire comprendre auprès de ses élèves et qui est absolument savoureux. Donc ils sont tous voilà, à savourer dans Detachment de Tony Kaye, un film à découvrir s'il vous plaît. Voilà, et bien ma vidéo est déjà finie, hein, que le temps passe vite. Je vous présente une dernière fois les achats récents que j'ai effectués. Donc nous avons Le Jour des Morts Vivants de George Romero, Le Mort-Vivant de Bob Clark, Dark Clown de Connor McMahon, Le Manoir hanté et les 999 fantômes de Rob Minkoff, The Doors d'Oliver Stone, Bully de Larry Clark, le film à voir absolument, j'espère que vous l'avez noté, et pour finir Detachment de Tony Kaye en Blu-ray. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez. Je vous répondrai avec grand plaisir, en tout cas si ça appelle une réponse. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite tout ce que vous voulez et je vous dis ciao!